Vas-y, ça va bien. Bonjour à tous, bienvenue à ce déjeuner technologique numéro 8. Le sujet d'aujourd'hui sera sexe, alcool et vie privée. Jean-Christophe Vache nous présentera ce qui se cache derrière ce titre un peu racoleur. Merci d'être tous présents et bonne conférence. Oui, bonjour. Merci de m'avoir invité pour présenter Libérer Internet, sexe, alcool et vie privée. Alors avant de commencer, j'enseigne ici, mais aujourd'hui je ne suis pas là avec ma casquette d'enseignant-chercheur. Donc tous les propos que je tiendrai n'engagent que moi et pas mon employeur. Donc si je ne suis pas avec ma casquette d'enseignant-chercheur, je suis là avec ma casquette d'adhérent d'une association qui s'appelle Lorette Data Network. Et en fait, c'est un fournisseur d'accès associatif, participatif. Donc, on promeut certaines valeurs, et notamment un Internet libre, neutre et décentralisé. Alors, il y a pas mal de petits fournisseurs d'accès à Internet associatif en France. Comme ça, petit sondage, est-ce que quelqu'un saurait me dire le nombre d'opérateurs qu'il existe en France ? Est-ce que vous avez des idées de nombre d'opérateurs et de fournisseurs d'accès à Internet? Combien vous en connaissez, comme ça? 4? Ok, il y en a un peu plus de 1300 actuellement. Mais dans les fournisseurs d'accès à Internet associatifs, il y en a un petit peu moins. Et on s'est fédéré dans la fédération FDL, donc il y a le lien, je vous invite à aller voir, qui promeut les mêmes valeurs. Donc Internet libre, neutre, décentralisé. Donc on va parler un peu d'Internet et on reviendra un peu sur qu'est-ce que ça veut dire un Internet décentralisé. On peut maintenant commencer la présentation. Alors Julien Beaubourg, Sébastien Jean sont les deux principaux auteurs de cette présentation, ceux qui ont le plus contribué. Alors il y a eu beaucoup de monde qui a contribué et c'est une présentation qu'on fait maintenant depuis à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Et elle a pas mal changé. Donc, je vais commencer par vous raconter une petite histoire, un cas pratique. Ensuite, on va voir l'importance de la vie privée et quels sont les enjeux politiques et sociétaux. Puis après, on va essayer de voir quelles solutions on peut apporter. Et puis, je reviendrai aussi sur la présentation, parce que comme il y a eu quelques événements qui se sont passés l'année dernière, enfin il y a 1 an et demi, et la conséquence, c'est qu'on a dû un peu modifier notre discours. Donc ça, on en reparlera. Donc dans notre petite histoire, on aura Carole, qui est une jeune femme tout à fait normale. Elle utilise Internet, elle a un compte Gmail, un compte Facebook, elle communique énormément avec ses amis via la messagerie instantanée. Elle est en couple et elle est même fiancée, donc elle va bientôt se marier. Je vous présente Bob. Donc Bob, lui aussi, à peu près le même âge que Carole. Il utilise énormément Internet, il communique par mail, évidemment, via son compte Gmail. Il a tous ses cercles d'amis sur Facebook, donc il sait quand il y a des soirées organisées, il fait des achats en ligne. Bon, c'est quelqu'un sans problème, il n'y a aucun problème particulier. Alors on va parler d'Internet, on va vous donner une vision simplifiée d'Internet. On a des machines. Donc on aura la machine de Bob, la machine de Carole, la machine de Facebook, la machine de Google. Alors même s'il y en a plusieurs millions, ça reste la machine. Et vous verrez des points. Les points, c'est ce qu'on appelle des routeurs. Donc ça va être des éléments réseau qui vont être sur Internet et qui vont permettre l'interconnexion entre toutes les machines. Donc ça vous donne une vision simplifiée d'Internet.
quand deux machines vont communiquer, on mettra le chemin en rouge. Donc ça nous permettra de voir le chemin des communications entre deux machines. Et puis pour montrer un peu quels sont les chemins qui sont les plus utilisés, on va épaissir le trait. Donc à force de passer par certains chemins, les traits vont être un peu plus épais. Donc, notre petite histoire. Alors notre petite histoire commence par une simple soirée organisée sur Facebook. Bob et Carol vont un petit peu forcer sur l'alcool. Et au terme de la soirée, ils vont avoir des rapports sexuels. Alors pour ceux qui sont venus juste pour le sexe et l'alcool, maintenant c'est terminé. On va parler de vie privée. Donc, à cet instant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a Facebook qui a vu qu'il y avait une organisation de soirée. Donc il sait qu'il y a différentes personnes qui vont participer. Facebook sait à ce moment-là aussi que Bob est en couple, parce que Bob a rempli scrupuleusement son profil, de même que Carol. Et comme les profils ont été scrupuleusement remplis, on a aussi les profils des conjoints. Donc, le lendemain matin, après avoir décuvé, Bob se reconnecte sur Facebook et sur la messagerie en attendant Carol. Elle se connecte à son tour et commence à discuter de ce qui s'est passé. D'un seul coup, ils se rendent compte qu'en fait, ils ont eu un rapport non protégé. À cet instant-là, Facebook sait qu'ils ont eu un rapport non protégé. Parce que c'était via la messagerie instantanée. Après s'être déconnecté, vous avez Bob qui panique et puis qui se dit « Mince, qu'est-ce que je vais faire ?» Alors il prend son moteur de recherche préféré, à savoir Google, comme beaucoup de monde ici, et décide d'avoir des renseignements sur les risques d'attraper le sida. Donc il fait une requête Google. Google va savoir que Bob a peut-être peur d'avoir le sida, et va lui renvoyer des résultats. Parmi ces résultats, Google va renvoyer un lien vers un forum qui s'appelle tasanté.com, et sur lequel Bob va cliquer. À ce moment-là, Google sait que Bob est intéressé par ce lien, donc que Bob craint et est concerné par une histoire de rapport non protégé. Alors ce forum, c'est un forum assez classique, c'est un site assez classique. Il a une certaine particularité, c'est qu'il a ce qu'on appelle un plugin social. Donc les plugins sociaux, ce sont soit des petits éléments à cliquer, soit des flux de messages qui sont directement connectés aux réseaux sociaux, notamment Facebook. Et à partir du moment où vous cliquez sur un lien ou sur une page qui contient un de ces plugins sociaux, vous activez, vous chargez et vous envoyez une information disons que vous avez visité la page. Il se peut que vous ne l'affichiez pas du tout, et pourtant, quelque part, il y a eu une information qui a été transmise. Donc ça, c'est une information qui est monnayée par Facebook. Donc, suite à ça, Facebook sait que Bob a peur d'avoir le sida. Il est allé sur le forum dédié. De là, dans le forum, on lui a dit il faudrait peut-être aller se faire dépister. Donc évidemment, il utilise un formidable logiciel de cartographie et il cherche le centre de dépistage le plus proche. Donc il le cherche sur Google Maps, ce qui fait une requête vers Google. Et à cet instant, Google sait maintenant que Bob souhaite probablement consulter et connaît aussi l'adresse probable du centre de dépistage où il va se rendre. Alors, ça se passe plutôt bien, le test est négatif, donc tout va bien pour Bob.
Quelques semaines plus tard, Carole annonce sur son site, sur son mur Facebook, qu'elle est enceinte. Donc, à cet instant, Facebook sait en plus que Carole est enceinte. Et en parallèle de cette annonce, Carole envoie un mail, un long mail, à Bob via la messagerie, donc via Gmail, où elle lui annonce qu'il est probablement le père de l'enfant. Mais, pour des raisons qui lui sont propres, elle refuse d'avorter. Et elle ne souhaite pas en parler à son futur mari pour éviter le scandale. Donc, à cet instant-là, si on regarde, donc Bob se connecte aussi sur Gmail, lit le courriel et apprend donc que Carole est enceinte, en même temps que Google. Donc Google a plus d'informations et peut maintenant déjà mieux profiler Carole. Le temps passe et le mariage de Carole et de son mari a lieu. Carole l'annonce, elle publie même des photos sur Facebook pour que tout le monde soit au courant, dont Facebook. Et à cet instant, Facebook a encore plus d'informations. Donc Facebook sait maintenant qu'elle est mariée, qu'elle possède des photos et a des photos. Évidemment, il y a aussi des vidéos de mariage et elle les publie sur YouTube. À cet instant-là, Google sait maintenant que Carole vient de se marier et elle a même des vidéos. Google sait même qui est au mariage. Les semaines passent, les mois passent même, et il y a un heureux événement, c'est Carole accouche, et elle crée un album privé. Alors ça s'appelle plus Picasa, ça a été intégré dans Google+, je crois, mais elle publie un carnet de photos via les services Google, avec le nom de l'enfant, sa date de naissance, et par là, transmet à Google toutes les informations. Donc, si on s'arrête un instant et qu'on fait le bilan de cette petite histoire, on se rend compte quand même qu'on a deux intermédiaires qui ne sont en rien concernés par une histoire très privée et qui pourtant connaissent à peu près toute l'histoire. On se rend compte aussi qu'ils connaissent cette histoire alors que Bob et Carole n'ont pas raconté toute l'histoire par un canal unique. C'est une agrégation d'informations récoltées qui leur a permis de déduire toute l'histoire. Alors, nous, quand on commence à présenter ça, en général, on nous dit « Ouais, mais ma vie n'intéresse personne, de toute façon, ça intéresse que les autres gens, c'est que les autres gens qui ont des vies intéressantes, moi, on s'en fiche. Et puis, j'ai rien à cacher. » Alors parfois, il y en a qui nous disent aussi j'ai rien à me reprocher. Alors, je n'ai rien à me reprocher, c'est à peu près pareil que je n'ai rien à cacher. Alors, qu'est-ce que je peux vous répondre? Ma vie n'intéresse personne. Bon, bah c'est faux, hein. Je veux dire, au contraire, votre vie intéresse énormément de monde. Et ça intéresse tellement les gens que, enfin, certaines personnes ou certaines entités, que c'en est devenu leur business model. En fait, vos informations intéressent vraiment, par exemple Facebook, à un tel point qu'ils veulent s'assurer que tout ce que vous mettez comme information en ligne soit exact et à jour. Et donc, dans les conditions générales d'utilisation de Facebook, vous êtes tenu il est dit que vous êtes tenu d'avoir des informations exactes. Bon, ensuite, ce qui est assez amusant, c'est de voir que Facebook vous dit que c'est gratuit. Et c'est tellement gratuit que ça permet à Mark Zuckerberg d'être le plus jeune milliardaire au monde. Et le jour de l'introduction en bourse de Facebook, les employés sont devenus instantanément millionnaires. Donc c'est quand même super la gratuité. Ensuite, le deuxième argument, alors je n'ai rien à cacher,
Alors ça peut être, c'est un peu plus long à développer, donc je ne vais pas le faire ici. On a fait une petite conférence sur Je n'ai rien à cacher. Il y a une vidéo en ligne qui doit durer 20-25 minutes sur le premier lien. Et il y a un deuxième lien que j'ai ajouté, c'est un ensemble de ressources sur le sujet. Donc je vous invite à aller les voir. Je vais retenir uniquement 4 points de ces ressources et de cette petite conférence. C'est que les règles peuvent changer. Donc ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous assumez aujourd'hui, ou ce que vous avez le droit de faire aujourd'hui, c'est pas forcément ce qui sera autorisé demain, ou c'est pas forcément ce que vous assumerez demain. Et ça, vous n'en êtes pas maître. Donc à partir du moment où vous avez diffusé vos informations, peut-être qu'aujourd'hui, effectivement, vous n'avez rien à cacher. Peut-être que ça ne pose aucun souci de diffuser certaines informations aujourd'hui, mais qui sait ce que ça sera demain. Par exemple, on peut imaginer, il y a un exemple très concret, hein, c'est par exemple en Espagne, il y a eu un changement dans les lois, la loi sur l'avortement, et ça a quelques conséquences. Donc, même si aujourd'hui il n'y a aucun souci pour diffuser certaines informations, il se peut que demain, ça vous piège. Un deuxième argument est, même si vous n'avez rien à vous reprocher, même si vous n'avez rien à cacher, en fait, dans les faits, c'est pas vous qui décidez si vous êtes coupable ou non. C'est pas vous qui jugez de votre culpabilité, c'est les autres. Et c'est d'autant plus vrai avec tout ce qui est service en ligne. Donc, service en ligne, exemple très connu, Amazon, donc qui vend des livres, et vous avez une dame qui s'est fait supprimer son compte Amazon et toute sa liste de lecture, qu'elle avait acheté évidemment, parce qu'un de ses homonymes avait violé les règles d'Amazon. Et elle n'avait aucun recours. Ou alors, service de lecture de Google, vous achetez un livre, vous le lisez, vous franchissez une frontière, et de l'autre côté de la frontière, comme c'est un service géolocalisé, Google n'a pas les droits d'exploitation de ce livre. Et donc, elle vous bloque la lecture. Finalement, vous êtes puni, mais pas parce que vous avez fait, pas pour quelque chose que vous avez fait, mais parce que Google a certaines règles, parce que Facebook a certaines règles, parce qu'une entité quelconque a certaines règles, ou doit en respecter, et vous n'avez pas la main là-dessus. Un troisième point, donc à expliquer, il ne faut pas que les règles soient trop strictes, que la loi soit trop stricte. Il faut dans une société, même une société de droit comme la nôtre, il faut avoir la possibilité de s'aménager quelques espaces d'expression de la pensée alternative, considérée même parfois déviante. Parce qu'en fait, c'est une manière de progresser, une manière d'avancer, c'est aussi pouvoir confronter des idées. Si jamais vous êtes sous un régime totalitaire ou sous le régime de lois très strictes, très surveillées, vous aurez du mal à exprimer de nouvelles idées. Et si vous ne confrontez pas vos idées, vous aurez du mal à vous organiser, à faire avancer vos droits. Donc les exemples classiques, hein, c'est à peu près toutes les avancées sociales que notre civilisation a connues. Là, à ma connaissance, je n'ai pas d'exemple où c'est la loi qui a permis de faire l'avancée sociale. En général, il y avait l'avancée sociale et la loi entérinait des faits, enfin des pratiques, ou alors des combats de militants. Donc l'exemple qu'on sort souvent, c'est la lutte pour les droits des homosexuels. Donc ils étaient persécutés, et puis en se réunissant, en ayant la possibilité un peu peut-être de se soustraire à la surveillance, ils ont pu s'organiser, militer, appuyer, et finalement obtenir leurs droits. Donc ça ne veut évidemment pas dire qu'il faut violer toutes les lois, mais il faut une certaine souplesse et pouvoir se
passer à la marche pour faire avancer les choses. Et enfin, un quatrième point qu'on retiendra, c'est que la vie privée, c'est un besoin fondamental. Alors, c'est pas parce que... c'est parfois vous avez besoin quand même de pouvoir vous asseoir, vous relâcher, sans forcément subir le regard, le jugement des autres. C'est pas parce que quand vous téléphonez, vous mettez la main devant votre bouche que c'est pour dire quelque chose d'illégal. C'est pas parce que vous fermez vos volets, ou vous tirez vos rideaux, vous fermez votre porte, que c'est parce que vous voulez cacher les personnes extérieures, enfin cacher la vue de ce qui se passe chez vous parce que vous seriez en train de faire quelque chose d'illégal. C'est pas parce que quand vous êtes en public, vous voulez discuter de quelque chose avec un ami, vous baissez la voix, c'est pas forcément illégal. Mais vous en avez un certain besoin, naturellement, même sans forcément l'exprimer, vous avez un certain besoin de vie privée. Et alors s'il y a quelqu'un qui a bien compris ce que c'était que ce besoin fondamental, c'est Marc L. Donc Marc L, c'est quelqu'un qui a eu le portrait dressé par Le Tigre. Donc Le Tigre, c'est un journal en ligne. Alors c'était il y a quelques années, pour Internet, c'était c'est l'Antiquité déjà, hein, mais c'est un article qui commençait comme ça. Bon anniversaire Marc. Le 5 décembre, tu fêteras tes 29 ans. Tu permets qu'on se tutoie, Marc. Tu ne me connais pas, c'est vrai, mais moi, je te connais très bien. Et il dressait le portrait de ce Marc L, et en lui donnant toutes les informations qu'il avait récupérées sur Internet. Des informations récupérées de manière complètement légale, sans aucune attaque informatique, sans aucun social engineering, sans aucune astuce, juste la récupération de données publiques. Donc il avait réussi à avoir, donc évidemment des photos, le point de départ c'était Flickr, il avait réussi à avoir l'adresse de Marc L, il avait réussi à avoir son numéro de téléphone, ses pratiques sexuelles, il avait réussi à avoir des photos de sa copine, de son ex-copine, de ses amis. On avait aussi des informations de son niveau de vie approximatif, en regardant un peu ses activités, ses photos de vacances. Et en fait, ça s'est assez mal passé. Ça s'est assez mal passé pour ce Marc L, parce que tout le monde n'a pas eu la délicatesse du Tigre, qui avait pris soin quand même d'anonymiser le nom. Et donc certains ont fait des recherches, ont publié son vrai nom, son vrai prénom, et puis ont étalé sa vie partout. Donc il est rentré dans une grave dépression, et je vous garantis qu'il s'en souvient. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que toutes ces infos qu'on laisse traîner, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, alors Google, qu'est-ce qu'on les laisse faire? Bon, on leur accorde une licence d'utilisation, de reproduction, de modification, d'affichage public des contenus. Waouh! En fait, ils peuvent tout faire. Bon, ça serait un peu malhonnête si je m'arrêtais là. Vous voyez qu'il y a des petits crochets avec des petits points. Donc, en effet, il y a quand même une limitation dans cette utilisation, fort heureusement. Et donc, on va aller regarder cette limitation. Donc, Google limite quand même l'utilisation à l'exploitation, la promotion, l'amélioration des services ou au développement des nouveaux services. Ah, c'est juste pour l'usage de Google. Et on voit que service, c'est écrit avec une capitale. Donc, dans un tel contrat, quand il y a une capitale sur un mot, c'est défini. Donc, de là, nous allons chercher la définition. Et en fait, quand on cherche la définition du mot service dans les conditions générales d'utilisation de Google, on ne la trouve pas. On trouve « Merci d'avoir choisi nos produits et services ». Les services. Donc en fait, ça n'est pas défini, ce qui signifie tout simplement que Google peut faire ce qu'il veut de vos données. La limitation n'est pas une limitation. Côté Facebook, c'est assez clair, c'est un peu du même ordre d'idée. On leur accorde une licence transférable, donc transférable, qui peut être monnayée
chez les copains de Facebook, sous-licenciables pour l'utilisation des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez sur Facebook. Donc, ils peuvent aussi faire à peu près n'importe quoi. Et donc la question qu'on peut se demander, c'est bon, bah alors, pendant combien de temps? Peut-être que c'est très limité dans le temps. Bah pour Google, même si on cesse d'utiliser leur service, ils peuvent encore utiliser les données. Alors ils donnent une durée légale de protection du contenu, sauf que ça change selon les juridictions. Donc ça, on ne sait pas. Côté Facebook, ben, quand on supprime les contenus, c'est bon, c'est arrangé. Ah, sauf si le compte est partagé avec d'autres personnes. Évidemment, sur un réseau social, ça n'arrive jamais. Donc, si vous voulez supprimer des données personnelles diffusées sur Facebook, il faudrait que vous arriviez à vous mettre d'accord avec tous vos contacts pour que tout ce que vous avez partagé un jour et que eux ont visualisé, repartagé, il faudrait que eux aussi suppriment en même temps. Un peu compliqué, surtout à l'ère du Facebook où chacun a 500 véritables amis. Bon, Facebook rajoute quand même, comprenez, nous on a une infrastructure qui est solide et on sauvegarde vos données parce qu'on ne veut pas que vous les perdiez. Alors comprenez qu'il peut rester quand même des traces dans nos sauvegardes. Il y a une limitation de temps, un certain temps. J'ai pas trouvé la précision de un certain temps. Donc ça peut être un jour, ça peut être 10 ans, on ne sait pas. Donc ils peuvent faire à peu près n'importe quoi avec nos données, pendant à peu près n'importe combien de temps. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a des soucis? On peut aller en justice. Ah bah ça tombe bien, il y a une clause, hein, la clause 15, qui nous explique comment porter plainte. Alors évidemment, comme vous avez tous accepté, tous ceux qui ont un compte Facebook ici ont accepté les conditions générales d'utilisation, en les lisant attentivement, vous devez être perturbé parce que je viens d'écrire, parce que je viens de mettre là. Parce que quand vous voyez que c'est le tribunal régional américain du Northern District de Californie, vous dites, mince, je vais devoir me mettre à jour, parce qu'il y a à peu près un an, c'était encore Santa Clara. Alors maintenant, vous êtes des spécialistes de la juridiction du tribunal de Santa Clara, et vous voyez que maintenant c'est le Northern District de Californie. Donc il faut vous mettre à jour, il faut vous pencher un peu sur cette législation. Et vous, en tant que citoyen français, ou au moins résident en France, vous devez de vous plier à la législation états-unienne d'une certaine juridiction. Et quand on commence à regarder un peu cette juridiction, on se rend compte qu'elle est un tout petit peu plus laxiste sur la vie privée que ce qu'on a en Europe. Alors c'est un peu problématique. Si vous montrez ce genre de clause à des juristes, ça les fait rire. Puis ensuite, ça les fait rire jaune. Parce que ça les fait rire parce que ça ne tient pas. On ne peut pas imposer à un citoyen français ou à un résident français de se soumettre aux lois états-uniennes et aussi de connaître les lois états-uniennes. Mais le fait est que, à ma connaissance, il n'y a pas encore eu de jurisprudence. Donc on ne sait pas ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait vraiment se passer si je portais plainte pour une raison ou une autre. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc ça tient pas, mais on ne sait jamais. Bon, alors on a vu cette partie juridique. Alors est-ce que finalement, est-ce qu'ils en abusent? Alors oui, il y a eu énormément d'abus. Alors là, dans nos exemples, on a essentiellement du Google et du Facebook, bon, parce que c'est des exemples faciles, mais il y a beaucoup d'entités qui sont dans cette situation. Alors, des abus.
Imaginez, alors ça c'est une expérience qui avait été menée, hein, vous avez un compte Facebook, vous rentrez dans je crois que c'était un bar ou un restaurant, et puis il y a une caméra qui vous flash, vous fait de la reconnaissance faciale, fait une requête sur votre profil Facebook, si vous en avez un, et analyse vos profils, et ensuite vous offre des goodies ou des offres commerciales liées. Donc imaginez que, une fois ça vous plaît, ça vous permet d'avoir un verre gratuit. Bon, et puis ensuite, à chaque fois que vous passez le seuil d'un magasin, vous avez un tweet ou vous avez un post sur Facebook disant que vous êtes l'heureux gagnant de je ne sais quel concours ou je ne sais quelle offre. En fait, tout ce que vous ferez sera tracé, vous ne pourrez jamais vous poser tranquillement sans que le reste du monde sache où vous êtes, ce que vous faites. Donc là, ça devient de la surveillance généralisée, non maîtrisée. On a l'exemple de Facebook qui a certaines règles. Et donc, l'exemple, c'est Facebook et le monde. Alors, souvent, on sait que quand il y avait des images avec un sein, Facebook censuré, bon, c'est un peu facile. Là, ce qu'on a eu, c'était Le Monde, qui publiait un article avec une photo d'actualité. Et en fait, c'était pas assez corporate pour Facebook. Donc, ils ont censuré la page. Il s'agissait d'une Tibétaine qui s'immolait. Et donc, les administrateurs les gens qui administraient la page Facebook du Monde se sont plaints, à un tel point qu'à la fin, Facebook les a menacés de fermer et la page du Monde et leur compte personnel. Donc vous voyez un peu jusqu'où on peut aller en termes de liberté d'expression, liberté de la presse. Bon, après, Facebook et la revente de faux profils. Donc ça, c'est des histoires de personnes qui retrouvent leurs données sur des sites de rencontres avec des vraies informations. Alors, ça peut être drôle, ça peut être beaucoup plus délicat. Donc l'exemple du curé qui a un compte Facebook, il est célibataire, et puis son profil se retrouve sur un site de rencontre où il est censé rechercher l'âme sœur. Et le jour où la paroissienne tombe sur son profil, elle le dénonce, et il est convoqué par sa hiérarchie pour s'expliquer. Ça peut mettre dans des situations un peu embarrassantes. Bon, après, Facebook et les escrocs, vous diffusez vos informations, on les récupère facilement. Et l'histoire, c'est un jeune homme qui s'est retrouvé ensuite sur Chatroulette, donc un service où vous voyez de manière plus ou moins aléatoire quelqu'un en face sur une vidéo. Il s'est retrouvé tout nu en face d'une charmante demoiselle. Et à la fin de la discussion, elle lui dit « Bon, maintenant j'ai une vidéo de toi, tu m'envoies de l'argent ou je diffuse ça à tous tes contacts que j'ai trouvés sur Facebook. » Ça s'est terminé assez tragiquement. Il s'est suicidé, donc ça peut aller loin. Autre exemple, l'exemple AdSense, donc la régie publicitaire de Google, et The Pirate Bay, qui était un site de partage de liens, une sorte d'annuaire de liens pour télécharger des documents, qui a été fortement utilisé pour des liens illégaux, mais pas que. Et AdSense a filtré une annonce où il y avait un lien Pirate Bay. C'était là, mais c'était un lien vers un livre pour le langage Python, diffusé par son auteur. Et donc il s'est fait de manière automatique, juste par un script. Il s'est fait couper son compte et son lien. Donc il y a d'autres exemples, l'exemple de l'administrateur Gmail qui pour faire des chantages et qui a abusé finalement de son pouvoir d'administrateur pour avoir des informations sur une dame. Donc il a été licencié évidemment. L'exemple de celui qui dépend un peu trop de certains services comme Google et qui, du jour au lendemain, n'a plus accès à rien. Et lui, il a perdu 6-7 années de communication, il a perdu ses calendriers, son blog. Et la raison, c'est qu'il avait violé les règles de Google.
Alors, la raison évoquée, c'était qu'il hébergeait du contenu pédopornographique. Bon, le fait est que c'était pas vrai, mais même ça, c'est pas très intéressant. C'est quand même que finalement, il y a des règles d'entité qui ne sont pas la justice, qui vont permettre de décider ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Et en l'occurrence, lui, il cherchait une thèse, hein, la personne à qui c'est arrivé et qui a été médiatisée, donc il cherchait une thèse, il était en contact avec des chercheurs, il cherchait un financement, un sujet, et en perdant tout du jour au lendemain, il a tout perdu. Puis ça s'est su aussi que c'était du contenu pédopornographique. Donc évidemment, il est devenu le mistigris, et même si après c'est prouvé qu'il n'hébergeait rien du tout, ça a été fini pour lui. Bon, vous avez peut-être entendu parler du cas de la presse belge qui avait gagné en justice contre Google, et Google leur a dit bon bah ok, on vous désindexe. Et quand vous avez 25% du trafic qui vient de Google, bah ça fait une petite chute dans les revenus, donc Google a pu imposer un certain fonctionnement à la presse belge. Bon. Ensuite, il y a le concept de bulle numérique. Le concept de bulle numérique, quand vous laissez, c'est que si vous laissez filtrer un peu toutes les informations, vous verrez que quand vous faites des recherches, la même recherche pour deux personnes différentes, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Si vous cherchez le mot Égypte, par exemple, que vous êtes d'une part un militant pour les droits de l'homme, vous aurez beaucoup de résultats politiques, des résultats sur les révolutions arabes. Si vous êtes au contraire un globe-trotter, on vous proposera les meilleurs hôtels, et peut-être même qu'on oubliera de vous dire qu'en Égypte, c'était peut-être pas le meilleur pays à passer en ce moment, et que voilà. Donc ça peut... Finalement, ce type d'entité peut un peu modeler votre vie. Alors, bon, pour résumer juste ça, finalement, si on fait l'analogie avec la vraie vie, est-ce que vous seriez d'accord pour que le facteur ouvre vos courriers, les lise, les photocopie et les garde à vie? J'ai trouvé personne qui disait oui, et pourtant, moi, dans mes courriers, j'ai quasiment plus de vie privée qui circule, 2-3 factures. En revanche, dans mes mails, il y a toute ma vie. Donc bon, moi je réponds non, évidemment. Mais c'est assez incohérent, en fait. Et... ah si, je parle un peu de sexe, là. Et puis deuxième point, bah ouais, mais alors si même vous vous en fichez de votre vie privée, pensez au moins aux autres. Et donc ça, Jacob Appelbaum, c'est un expert en sécurité qui est fondateur du réseau Tor, qui le résume assez bien. La vie privée, c'est comme un préservatif. Si vous n'en utilisez pas, bah, vous mettez aussi les autres en danger. Ok, bon, des solutions. Bah, il faudra adopter une bonne hygiène sur Internet. Alors on a vu, nous, dans notre histoire, qu'il y avait un petit problème. C'était qu'on ne pouvait pas trop faire confiance aux deux intermédiaires. Des intermédiaires centralisés. Et on se rend compte que le modèle Internet, normalement, il faut aller plus vite, donc prendre le chemin le plus court. Et quand on regarde ce schéma, on se rend compte quand même qu'il y a un chemin qui n'est jamais utilisé. Et que finalement, à chaque fois, il y a un chemin qui est très utilisé, c'est celui qui va vers les intermédiaires. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ce serait pas mal d'utiliser le chemin le plus court. Alors il y a une proposition, c'est faire ce qu'on appelle de l'auto-hébergement. Alors dans le cas où on utilise Gmail, quand on a Carole qui écrit un mail, qui l'envoie à Gmail, il est stocké. Ensuite vous avez Bob qui se connecte, qui le récupère, mais il a laissé une trace. C'est-à-dire qu'il y a une copie qui est laissée chez Gmail. Donc comme il y a cet intermédiaire, on ne prend jamais le chemin le plus court. Dans le cas de l'auto-hébergement, on imagine que Bob et Carole ont installé les outils qui vont bien sur leur machine. Et puis quand ils envoient un mail, ils l'envoient d'abord sur leur machine, et ensuite leur machine le transmet en face chez Bob. Et là, il n'y a pas d'intermédiaire. Et s'il n'y a pas d'intermédiaire, on fait du point à point. C'est-à-dire qu'on a utilisé le chemin le plus court.
Donc ça, c'était à peu près l'état de la présentation il y a un an et demi plutôt. Et donc l'orateur à l'époque s'est fait allumer lors d'une conférence. On lui a dit oh, vous êtes un parano, vous pensez vraiment, vous avez pas honte de faire peur aux gens. Donc c'était 1er juin 2013. Et puis le 5 juin 2013, il y a eu l'affaire Snowden. Donc l'affaire Snowden, c'est le prestataire de la NSA qui avait récupéré énormément de données, qui montrait qu'il y avait une surveillance généralisée, et puis il les avait diffusées. Donc on a dû un peu revoir notre discours, parce qu'initialement, on parlait essentiellement des grosses entités commerciales qui utilisaient votre vie privée, notre vie privée même, pour vivre. Et en fait, on s'est rendu compte que en fait, il y avait d'autres paranos, c'était des agences étatiques qui surveillaient partout. Donc, dans les documents, on a vu que, dans ces documents qui ont été diffusés, on a vu que Facebook et Google, et d'autres entités, collaboraient allègrement avec les agences de renseignement. Donc, ils ne sont pas fiables, on ne peut pas leur faire confiance. Donc la solution de l'auto-hébergement est un premier aspect d'une solution pour contrer ça. Mais dans ces documents, mais ça ne suffit pas, dans ces documents on a vu aussi que les communications étaient surveillées, étaient interceptées. Donc on a beau prendre le chemin le plus court, les routeurs et les liens sont surveillés. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une des solutions, c'est ce qu'on appelle le chiffrement. C'est quelque chose que vous utilisez tous les jours en fait. Quand vous vous connectez sur le site de votre banque, il y a un petit cadenas en haut sur le navigateur, et bien c'est du chiffrement. Le truc, c'est qu'il faudrait le généraliser. Donc, il faudrait le généraliser vos courriers, le généraliser même à l'accès même à Internet quand vous êtes dans un endroit un peu douteux, un Wi-Fi public par exemple. Et sinon, pour tout ce qui est messagerie instantanée, on a OTR. Donc c'est du chiffrement, c'est à la main. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce qu'on a vu aussi, dans les documents Snowden, que beaucoup d'outils, beaucoup d'entreprises éditant des outils collaboraient avec la NSA. Et ça, donc ça veut dire que vous avez beau sécuriser les tuyaux, vous avez beau ne plus passer par ceux qui collaborent là-bas, les gros qui étaient les gros méchants de la présentation, mais si votre machine est pourrie, c'est mort. Et alors notamment votre système d'exploitation. Donc je pense par exemple à l'outil de Microsoft, où il y a un autre OS alternatif qui s'appelle le truc de Apple. Et alors ça, c'est deux logiciels, c'est des systèmes d'exploitation privateurs, et en fait, vous ne savez pas ce qui se passe dedans. Vous ne savez pas ce qui se passe dedans, mais vous savez qu'ils collaborent avec les services de renseignement. Vous savez qu'ils fuitaient votre vie privée. Donc une des solutions, c'est d'utiliser le logiciel libre, évidemment. Donc il y en a plein, il y en a des milliers, à tous les niveaux. Donc vous avez, pour les systèmes d'exploitation, vous avez des GNU Linux. Alors là, il y a quelques exemples au hasard. Mais aussi votre navigateur web. Si vous utilisez Firefox, c'est libre. Donc potentiellement, vous allez pouvoir aller inspecter le code, le regarder. Évidemment, tout le monde n'est pas technicien, mais c'est des garanties en plus. Et bon, alors je ne vais pas citer tout ça, mais il y en a plein. Et il y a une autre réponse. Une réponse politique. Alors en France, on a de la chance. On a des hommes et des femmes politiques qui sont très investis dans la lutte pour la vie privée. Notamment un ex-premier ministre, Jean-Pierre Raffarin, disait qu'écouter quelqu'un à son insu est d'une extrême violence. Et c'est un ancien Premier ministre. Ou Henri Guénaud, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, quand il n'y a plus de sphère privée, plus d'intimité, plus de secret des personnes, des correspondances, ça s'appelle dans l'histoire le totalitarisme. C'est assez fort ça. Donc on peut compter au moins sur Jean-Pierre Raffarin et sur Henri Guénaud, mais aussi sur l'actuel président de la République, donc François Hollande, qui dit « Je déplore profondément les atteintes au respect de la vie privée ». C'est cool. On a des politiques qui sont avec nous. Ouais, bon, ok. Ok, en fait,
En fait, c'est pas vraiment notre vie privée qu'ils protégeaient, c'était leur vie privée. Donc, ouais, là il y a un souci. Là il y a un souci parce que ça veut dire que c'est pas très crédible. Ils sont pas très crédibles. Ça nous rappelle un peu une citation de Glenn Greenwald, le journaliste qui a aidé Snowden à diffuser des informations, et qui faisait référence aux agences étatiques, mais aussi aux politiques, disant que finalement il y a eu une inversion complète de la situation. Bon, en termes de crédibilité, en fait, il y a peut-être des associations, donc il y a la Quadrature du Net, où eux, ils s'attaquent au niveau national et européen pour défendre la vie privée des citoyens. Vous avez la Fédération des FAI de France, enfin, c'est même un peu international maintenant. Évidemment, tous les petits FAI, comme l'Orange Data Network, qui promeuvent justement protection de la vie privée, mais aussi plein d'associations, de groupes, essentiellement non marchands, j'ai l'impression, oui, qui eux, ont comme valeur de défendre notre vie privée. Donc je vous invite évidemment à aller regarder, voir ce qu'ils font, si toutefois ça vous intéresse. Donc pour conclure, 4 points. Bon, d'une part, en fait, il y a un peu de bon sens pour tout ce qui est vie privée. Vous ne confiez pas votre vie privée à n'importe qui, comme quand vous partez en vacances. Vous ne donnez pas votre clé à n'importe qui, vous donnez à un ami, à un voisin qui va aller arroser les plantes, regarder votre courrier, et vous ne vous dites pas « Oh, je pars en vacances, qui veut ma clé ?» C'est du bon sens aussi. Essayez de privilégier tout ce qui est point à point, c'est-à-dire l'essence même d'Internet. Internet a été pensé pour être du point à point, pour être rapide, robuste, et pas pour être centralisé. Donc, essayez de trouver, d'utiliser des outils qui sont décentralisés, ou mieux, acentrés. Essayez de chiffrer vos communications. Donc, sur Internet, comme dans la vraie vie, sortez couverts. Et évidemment, utilisez au maximum des logiciels libres. Alors, ce n'est pas une garantie universelle, bien évidemment, mais essayez de faire ce que vous pouvez avec. Donc, je vous remercie. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, tout ce qui est support est libre. Vous pouvez les utiliser, modifier, diffuser. Moi, ça me fera plaisir. Une question? Non. Ouais. Parce qu'il faut quand même des cas, il faut des gens qui ont vraiment des choses à pousser pour attaquer. Enfin, je veux dire, on ne peut pas attaquer sans cas concret. Et puis... Ça va citer quelque chose, ouais, mais alors après, c'est pas des cas forcément en France. C'est des cas, c'est un peu général. Oui, mais ça se trouve pas qu'en France, le problème. Bah ouais, mais après c'est comme de manière générale le militantisme, où est-ce que vous avez le courage d'aller vous lever contre un géant comme Google ou Facebook? Est-ce que vous avez le courage de vous investir tout ça? Enfin, c'est compliqué quand même. Mais oui, pourquoi? Ben, on s'étonne. Alors, on s'étonne, on pourrait, mais le fait est que c'est qu'actuellement, moi, à ma connaissance, il n'y a pas eu ce genre de plainte. Donc, le pourquoi, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui est prêt à s'investir dans seul contre Google ou seul contre Facebook. Ouais, mais après, il y a un coup. Il y a un coup tel, il y a. Ben ouais. Mais alors juste pour le coup du curé, on ne sait pas exactement au final ce qui s'est passé, parce que certains disaient ouais, mais il y a des données qui ont été
peut-être qu'ils ont été piégés. Alors dans ces cas-là, est-ce que c'est vraiment Google, Facebook? D'autres qui ont dit, bah non, mais moi j'ai rien fait, donc là, a priori, c'est de la revente d'informations. Ça, c'est du fun, ça, c'est carrément du fun. C'est quelqu'un qui peut se défendre Google et Facebook, par exemple, tout le monde s'est inculé, c'est normal qu'on retrouve la poêle sur un truc. Ah oui, non, non, mais enfin, là j'ai pris l'exemple du curé parce que ça fait réagir les gens, mais en fait, il y a des gens complètement anonymes qui se sont retrouvés dans cette situation. Hein, donc, un couple, une fille qui ces informations se retrouvent là, et bah, ça a mis. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas d'enjeu particulier politique ou quoi que ce soit, ou religieux. Donc, non, c'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a eu plein. J'essaie pas de défendre particulièrement les curés. Non. Ouais. On voit que sur Facebook pas mal de statuts disant cherche une information privée, aucun droit de partage, c'est des conneries. Ah oui. Alors la question, on voit pas mal. On voit pas mal d'informations sur Facebook disant cherche une statut, mon compte, protégé. Aucun droit de partager, aucun droit d'exploiter mon compte par mes entreprises. C'est pas possible de faire ça. Alors il y a quand même il y a des options dans Facebook, me semble-t-il, parce que je n'ai pas de compte Facebook, mais il y a des options qui doivent permettre de restreindre, mais en fait, alors il faut voir la configuration par défaut, mais la configuration par défaut, elle permet justement de diffuser à peu près tout. Et après, quand vous dites je suis certifié, si c'est juste un message comme ça sur le mur Facebook, non, c'est du bullshit. Après, en fait, faut essayer. Faut dire je certifie, voir ces données se faire réutiliser et aller se plaindre. Ouais. Par les sites, vu que l'information par exemple. Qu'en est-il des fournisseurs d'accès Internet, que ce soit en France ou aux États-Unis? Alors, on a un opérateur historique qui n'hésite pas à transmettre des informations sans demande judiciaire, juste sur coup de téléphone. Hein. Donc il y a des assistants parlementaires qui en ont fait les frais. On a des... En gros, les gros FAI, en général, il y a des gens qui connaissent bien les milieux politiques, les milieux policiers, donc un coup de fil et c'est bon. Dans les petits FAI comme Red Data Network, nous, on garantit justement de ne pas transmettre les informations autrement que sur requête d'un juge. Donc, après, il faut nous faire confiance, évidemment. Alors le truc, c'est que dans des FAI comme le nôtre, hein, c'est un FAI associatif participatif, donc vous avez un droit de regard. Si vous êtes technicien, vous pouvez même participer à l'infrastructure. Et puis vous orientez aussi le FAI en votant chaque année à l'Assemblée Générale. Donc ce sont des éléments de confiance. Ce n'est pas une garantie universelle, parce que partout il y a des gens malhonnêtes, partout il y a des gens idiots, méchants, mais j'ai tendance à dire que j'ai plus confiance dans un FAI associatif que chez un gros où on peut assez facilement récupérer des informations. D'autres questions? Ouais. Est-ce que des grands comme Google et Facebook prendraient le risque de perdre leur côté fun en sacrifiant quelques utilisateurs? Alors, Google, c'est une entité, mais quand je dis Google, derrière, il y a des humains. Il y a des humains, et même si ce n'est pas la volonté première de Google d'aller récupérer les informations, vos informations personnelles, il y a des administrateurs système, des gens qui ont un certain pouvoir, qui peuvent le faire. Après, vous savez pas comment ça peut se passer. Alors Google a l'air d'être assez bien établi, mais il se peut que du jour au lendemain, l'une de ces deux entités se rende compte que son modèle économique est complètement vide
et qu'il va falloir faire très rapidement beaucoup d'argent avant de fermer. On va imaginer. Alors, c'est un peu de la science-fiction là quand on pense à Google maintenant, mais il y a quand même, enfin, je veux dire, leur business model, c'est quand même utiliser vos informations privées, personnelles. Donc, je sais pas, c'est pas... Moi, je suis pas dans la tête des gens de Google, je suis pas dans la tête des dirigeants, des administrateurs. C'est juste que même j'ai du mal à faire confiance à des entités avec autant de monde derrière aussi. Et puis quand on voit leur contrat, leurs clauses et tout ça, même si vous faites confiance à l'un des deux, il faut faire confiance aussi à tous leurs partenaires. Donc je sais pas. Moi, je suis... En fait, c'est à vous aussi de vous poser la question et de voir est-ce que vous pouvez avoir confiance en ces entités et jusqu'à quel point. Ou alors vous considérez que tout ce que vous diffusez c'est public, ça doit être public. Et à partir de là, je sais pas. D'autres questions? Non? Bon, merci alors. Merci.